Salut à tous et bienvenue sur 01 TV pour ce dernier numéro de l'année de 01 Drive. Vous le savez, tous les mois on se retrouve pour parler de toutes les mobilités, petites voitures, vélos électriques, conduite autonome. Bienvenue dans 01 Drive. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. On va parler de vélo cette semaine encore avec une question. Où en est la réglementation en matière de vitesse pour les vélos? Et surtout, est-ce qu'elle ne devrait pas évoluer parce qu'elle pose un peu des problèmes? Et puis Jérôme, on parlera de voitures électriques et du bilan carbone total du véhicule électrique. Est-ce qu'il est meilleur que celui d'un véhicule thermique? On posera la question à notre invité qui a fait un documentaire sur ce sujet. Vous découvrirez également comment électrifier votre vieux vélo qui n'est pas un vélo à assistance électrique. Il paraît que c'est possible, c'est ce que propose en tout cas une start-up française. Et puis on découvrira une autre start-up, il s'agit de Wattpark qui vous permet en fait de louer une borne de recharge, pourquoi pas celle de son voisin. On découvrira ce concept tout à l'heure. Voilà, c'est 01 Drive, merci d'être avec nous. En route, c'est parti. On est ravis de vous retrouver ce mois-ci encore pour vous parler de notre passion commune à tous, la mobilité et la mobilité sous l'angle de la tech. Voilà, et cette émission devient une nécessité quand on voit à toute vitesse comment se transforment en fait les choses. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez réagir au contenu de ce 01 Drive avec le hashtag 01 Drive sur Twitter. Et puis, au passage, n'hésitez pas à vous abonner aussi au compte de 01 TV. 01 TV, vous savez, cette chaîne que vous êtes en train de regarder, qui est disponible à la fois sur YouTube, sur 01tv.com et sur les box SFR, Orange, Free et sur le satellite, sur Fransat. François, quand on parle de mobilité, de plus en plus, il y a une question qui arrive, c'est la question de l'environnement, l'impact environnemental. Et notamment, la voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que ce que l'on dit, que ce que l'on croit? Un documentaire essaye de rétablir la vérité, on en parlera tout à l'heure, mais juste avant cela... Eh bien, c'est l'actu. Eh bien, c'est l'actu, bien sûr. En route. Et on va commencer l'actu de 01 Drive de ce mois-ci par Uber avec cette annonce coup de tonnerre, Jérôme. Uber arrête son projet de voiture autonome. Exactement. Uber a décidé de revendre la division qu'il avait montée il y a quelques années déjà, qui avait pour but de créer une voiture électrique, une voiture autonome, véritablement sous la marque Uber. Alors, et d'ailleurs, on se souvient, excuse-moi, je te coupe, mais on se souvient très bien de cette révélation fracassante du patron d'Uber à l'époque qui avait dit... Moi, mon objectif, eh bien, à terme, c'est de ne plus avoir de chauffeur. Exactement. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase choc. Bon, finalement, il a dû revenir un petit peu sur son opinion. Voilà, il va garder ses chauffeurs, en tout cas pour un certain temps. Parce qu'à mon avis, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir complètement de la voiture électrique. Que s'est-il passé? Ils ont donc décidé de revendre à une start-up californienne qui s'appelle Aurora Innovation leur division véhicules électriques. Aurora, ils sont plutôt spécialisés dans les camions autonomes. Mais c'est un petit peu la start-up qui monte dans ce domaine. Et donc, c'est Aurora qui va récupérer le bébé. Cela dit, Uber en garde un petit peu, va garder un petit peu la main dessus, puisqu'ils ont décidé d'investir dans Aurora, 400 millions de dollars. Malgré tout, c'est quand même, enfin en tout cas l'interprétation qu'on peut en avoir, c'est un semi-échec finalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Uber ne veut plus prioriser en tout cas cette innovation pour l'instant. Alors même si, on l'a compris, ils attendent de haut tournant Aurora, cette boîte donc qui va s'occuper de tout ça. Voilà, je pense que c'est surtout pour des questions budgétaires en réalité. Uber s'est déjà séparé de ses vélos, ses locations de vélos électriques. Ils essaient de faire... C'est-à-dire qu'Uber... ils font un peu de ménage. Oui, ils ont eu peut-être un peu les yeux plus gros que le ventre, et donc là, ils font un peu le ménage. Et puis, il y a eu quand même cet élément décisif en 2016, cet accident mortel. Provoqué, ou en tout cas dans lequel était impliqué un véhicule Uber. Vous vous rappelez, une femme qui avait été tuée, renversée par une voiture. C'était en pleine nuit, elle traversait. La voiture ne l'avait pas bien détectée et en plus, la conductrice qui était malgré tout à bord pour, en principe, assurer la sécurité, elle était en train de regarder une vidéo sur son smartphone. Voilà, donc on se rend compte que... Et voilà, et puis si on ajoute cet accident à ceux que, par exemple, certains véhicules Tesla ont pu rencontrer, c'est vrai que ça envoie un
mauvais signal à l'opinion publique, hein, bien sûr. Hein. On se dit, même si statistiquement, des accidents, il y en aura toujours, et sûr. même avec des véhicules connectés et autonomes, mais c'est vrai que ça envoie un mauvais signal. Ouais. Mais c'est ça qui est paradoxal, François, parce que on ne tolérera aucun accident de la part d'un véhicule électrique, alors que psychologiquement, on tolère des accidents. Des accidents faits par des humains. Exactement, donc c'est un peu absurde, mais voilà. Bon, à mon avis, ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce que ça ne veut pas dire qu'un jour, ils n'intégreront pas des véhicules fabriqués par d'autres dans leur flotte, et il arrivera bien un jour où il y aura des flottes de véhicules autonomes, de toute façon. Voilà, et puis on sait qu'il y a d'autres grands géants de l'Internet qui sont sur le coup de la voiture autonome, ouais. Et notamment même Apple, qui serait toujours en pleine réflexion sur le futur de la voiture autonome et connectée. On sait qu'il y a eu des hauts et des bas, mais visiblement, un spécialiste de ce domaine a été nommé il n'y a pas si longtemps que ça chez Apple. Donc, à suivre, donc, puis on verra bien. Avec Waymo, etc. Tout à fait. Voilà pour Uber. Jérôme, on va parler maintenant d'un sujet qui te tient à cœur parce que tu es tellement sportif, que tu vas tellement vite sur ton vélo que tu as peur, en fait, de perdre des points et de te faire attraper par les radars. Non, mais c'est une histoire vraie, en fait, qui s'est produite en Allemagne. Des cyclistes qui étaient sur des vélos à assistance électrique se sont fait verbaliser parce que leur vélo, leur permettait d'aller plus vite que la vitesse maximale. Autorisée. Parce qu'il faut savoir qu'à vélo, tu as une vitesse maximale autorisée. Exactement. Et alors, c'est pas la même en Europe et aux États-Unis. En plus. En Europe, donc en France et en Allemagne, c'est 25 km/h. Et aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 32 km/h. Et le vélo en question, qui a eu des problèmes, c'est le vélo VanMoof. Alors effectivement, on le connaît un peu, parce qu'on en a pas mal parlé dans cette émission. Et VanMoof a une application mobile qui permet de sélectionner en fait le pays dans lequel tu te trouves. Ah, d'accord. Et donc, si par exemple, tu as un VanMoof en France et que tu choisis de te localiser aux États-Unis, tu peux rouler à 32 km/h. Voilà, et bien entendu. Parce qu'en fait, il faut savoir que la puissance de ces moteurs électriques permet de dépasser allègrement les 25 km/h. Exactement. Voilà. Mais est-ce que, malgré tout, ça ne pose pas un problème ? Parce que, en tout cas, c'est la question que pose le fondateur de VanMoof. Alors évidemment, il prêche pour sa paroisse, qui s'appelle Thys Carlier. Il a écrit un billet de blog pour expliquer que ça lui paraissait quand même bizarre que, déjà, en Allemagne, où, rappelons-le, on peut rouler à 260 km/h sur l'autoroute en voiture. Je crois qu'on peut même rouler plus vite que ça, puisqu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute. Parce que c'est le chiffre que lui prend, mais bon, c'est vrai, il n'y a pas de limitation. Et en revanche, on voudrait limiter les vélos. Alors, limiter les vélos, contrôler les vélos, empêcher que les vélos aillent trop vite, c'est absolument nécessaire. Bien sûr. C'est logique. S'il y a des réglementations, si vous êtes sur une route où c'est limité à 30 ou à 25 ou à 20, il faut respecter cette limitation. Oui, et puis l'analogie avec l'autoroute est un peu de mauvaise foi quand même, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes installations. Sur une autoroute qui est une grande ligne droite où il y a, où on peut rouler très très vite, c'est pas du tout les mêmes chemins qu'emprunte par exemple un vélo, où là on doit avoir une limitation, c'est ce que tu disais. Oui, mais si tu veux, le problème, c'est que, à mon avis, ça pose deux questions. D'abord, pourquoi 25 en Europe alors qu'on est à 32 aux États-Unis ? Sachant que, honnêtement, autant, moi, je pense qu'il faut être très, très, très prudent en vélo, autant aujourd'hui, où il y a de plus en plus de pistes cyclables, y compris des pistes cyclables, ce qu'on appelle en site propre, qui sont vraiment séparées de la circulation, parfois par un muret, etc. 30 km/h, on y est, mais comme qui rigole, surtout si on est seul. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre des risques, mais 30 km/h, on y est très vite. Donc, première question, est-ce que 25 km/h, c'est quand même pas un peu bas ? Et deuxième question que pose cette histoire, pourquoi limiter physiquement à 25, alors que finalement, une voiture, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130 en France, mais elles ne sont pas bridées. Techniquement, elles ne sont pas bridées. Or, le vélo électrique VanMoof, en l'occurrence, lui, il est bridé. Vous ne pourrez pédaler comme un fou, vous ne dépasserez pas les 25 km/h. C'est-à-dire qu'on peut faire l'analogie avec les scooters de 49 cm3 qui, eux, sont bridés, en fait, aussi. Voilà, c'est l'analogie qui est faite. Mais ce que dit le fondateur de VanMoof, et je trouve que c'est pas absurde, c'est qu'il y a peut-être un décalage et il faudrait peut-être envisager de revoir un peu la réglementation en Europe si on veut notamment favoriser le vélo, le favoriser en ville, parce que si le vélo en ville commence à souffrir de certains handicaps de ce genre,
temps, il va perdre de son intérêt. Alors pourquoi pas le casque obligatoire, par exemple, pour le vélo, et puis on augmente un peu la vitesse, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu, des contrôles de vitesse pour les vélos bien sûr, en France ? il y en a à Paris en ce moment. D'accord. Donc c'est quoi ? C'est les forces de l'ordre qui ont des petits radars et qui, interceptent les vélocyclistes qui vont à plus de 25 km/h. Tout à fait, et c'est tout à fait normal, parce qu'on peut se mettre en danger en allant trop vite. Et alors qu'est-ce que tu risques là ? Tu as une amende ? Oui, tu as une amende. Alors je ne sais plus si c'est... Je crois qu'elle n'est pas énorme. Je crois que c'est 35 €, je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que tu perds des points sur ton permis ? Et non, parce que tu n'es pas obligé d'avoir un permis pour mais si tu en as un vélo. Eh bien, je ne sais pas, François. Je ne sais pas. Eh bien voilà, ça c'est la petite colle. Peut-être qu'on vous répondra le mois prochain. On ne perd pas de points, on ne perd pas de points, nous dit-on dans l'oreillette. Merci Pierre. Bon, voilà. Eh bien voilà, en tout cas, un sujet à suivre, bien sûr, et qui évoluera. Après, on se dit, il y a de plus en plus de gens qui prennent le vélo maintenant pour aller au travail, pour se balader. Est-ce que aussi cette multiplication des vélos sur des voies qui sont, somme toute, assez petites... Ah mais ça, c'est un autre problème. Oui, c'est que parfois, les pistes cyclables qui est intimement lié à la vitesse. Oui, bien sûr. Rouler à 30 ou 35 km/h sur des voies... Mais à l'inverse, tu as des pistes cyclables à Paris en ce moment, par exemple, et dans d'autres villes qui sont très larges et qui sont très bien, et on peut rouler sans danger à 30 km/h, il faut le dire. Mais soyez prudents, encore une fois. Voilà. Très bien. Allez, on va enchaîner maintenant avec une autre actualité. C'est un documentaire qui s'apprête à être diffusé, qui est un documentaire d'envergure européenne, mais qui va bientôt arriver sur les médias français. Il s'agit du documentaire à contresens qui évoque en fait le bilan carbone des véhicules électriques et qui tord le cou à certaines idées reçues, Jérôme. Oui, François, parce que la voiture électrique, vous dites, a priori, c'est super, ça ne pollue pas. Sauf qu'on a entendu une petite musique, un petit discours depuis plusieurs mois qui racontait un peu l'inverse, qui nous expliquait qu'en fait, la voiture électrique, elle déportait la pollution parce que pour la faire rouler, il faut fabriquer de l'électricité. Bien, dans certains pays, ça pollue énormément l'atmosphère. La fabrication de la voiture électrique serait également problématique. Elle ferait appel à des matériaux rares, etc. Et enfin, le recyclage, le fameux recyclage des batteries. On nous annonce ça comme une espèce de bombe atomique, de bombe à retardement pour le futur. Et les rares aussi. L'exploitation d'enfants dans certaines mines. On va en parler avec le coproducteur et animateur de ce documentaire qu'on vous invite chaudement à regarder lorsqu'il sera disponible. Il devrait arriver bientôt. Marc Muller est avec nous en visio. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc Muller. Alors vous êtes ingénieur et vous avez fait ce film avec votre collègue Jonas Schneider qui lui est journaliste. Vous êtes suisses tous les deux et c'est une véritable enquête au long cours que vous avez menée, je crois 2 ans d'enquête pour nous expliquer que finalement tout ce qu'on entendait de négatif sur la voiture électrique était faux. Vous passez tout en revue, j'ai envie de dire, par exemple, l'utilisation du véhicule électrique pour commencer. Est-ce que quand on roule en ville avec un véhicule électrique, oui ou non, est-ce qu'on pollue moins ou est-ce qu'on pollue plus parce qu'il faut quand même produire de l'électricité ? Alors c'est une très bonne question et c'est toutes les questions que vous avez dit en introduction. Est-ce que ça pollue ? Est-ce qu'il y a des enfants dans les mines ? Est-ce qu'on délocaliserait pas simplement la pollution ? C'est toutes des questions qu'on s'est posées il y a 3 ans en arrière, sachant qu'on fait de la télé, de la radio en Suisse et que beaucoup des téléspectateurs qui nous suivent nous posaient ces questions et on s'est rendu compte qu'on était bien emprunté pour leur donner une réponse qui soit fondée scientifiquement, sur laquelle on pouvait vraiment s'appuyer. Donc en fait, on n'avait pas la réponse à cette question il y a 3 ans. On avait des gros doutes. Et puis, du coup, on a fait ce documentaire, non pas vraiment pour expliquer le vrai du faux, mais plutôt pour se mettre à la quête de réponses. Et le documentaire suit notre investigation telle qu'on l'a faite. Donc, on a commencé à filmer dans ce documentaire, alors qu'on n'avait pas la réponse à ces questions. Et puis, au fur et à mesure du documentaire, on commence à dénicher certaines choses, se rendre compte que beaucoup d'informations sont erronées, manipulées, insuffisantes, détournées. Et puis, on arrive à une conclusion à la fin du documentaire. Donc là, je vais tout de suite spoiler le documentaire pour répondre à votre question. Effectivement, c'est absolument tranché aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune discussion possible. La voiture électrique a un impact environnemental, bien sûr, comme tout, comme des chaussures, une chaise, un micro, tout a un impact environnemental. Mais cet impact environnemental est nettement moindre qu'une voiture à essence. Et là, il n'y a vraiment plus aucun doute possible aujourd'hui. Marc Muller, est-ce qu'on peut dire que c'est un complot des pétroliers qui, dès le départ, ont envoyé cette petite musique qui revenait sur le tapis pour contredire en fait ce que vous dites dans le documentaire ? Ce sont eux les fautifs ?
Alors, c'est pas aussi simple que ça. En fait, on a d'abord essayé de reconstituer quelle est l'information réelle, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et puis une fois qu'on a trouvé les résultats qu'on montre dans le documentaire, on se dit mais comment ça se fait qu'il y ait une telle différence entre ce qu'on voit sur le terrain et ce qui est dit en Europe particulièrement, beaucoup dans la francophonie sur les voitures électriques. Et là, en fait, on a trouvé 4 sources de personnes, ou groupes de personnes qui ont influencé de façon très proactive ou simplement un peu par paresse intellectuelle ou par idéologie ces informations. En premier lieu, il y a effectivement les pétroliers. Alors ça, c'est une surprise pour personne. On sait que la consommation des voitures essence, c'est à peu près un tiers de la consommation d'énergie fossile dans le monde. Donc, ils sont en situation de danger. Effectivement, certains ont cherché à faire des faux documentaires sur la voiture électrique pour montrer comme c'était l'horreur, etc. Ça, on le comprend bien. Il y a un deuxième groupe vraiment d'acteurs qui était très influent. C'était les constructeurs européens de voitures qui pensaient qu'avec du lobbyisme, ils allaient pouvoir retarder l'entrée en vigueur des normes CO2 de 2019 en faisant une grosse pression. Il y a eu beaucoup de mensonges, notamment de Carlos Tavares, qui nous disait « on ne sait pas le recyclage, comment ça se passe, on n'aimerait pas avoir un nouveau Dieselgate, etc. » Donc ça, c'était un pur vocabulaire de lobbyiste. On le comprend, la voiture électrique menace les emplois en Europe, c'est vrai. On comprend qu'il y a eu cette attitude de chercher à gagner du temps et malheureusement ou heureusement, ils n'ont pas gagné. Le Parlement européen n'a pas bougé d'un iota, donc les normes CO2 sont bien entrées en vigueur et maintenant ils doivent faire des voitures électriques. Ça, c'est 2 lobbyistes classiques. Mais plus sournois, il y a 2 groupes quand même qu'il faut aussi mentionner. En premier groupe, c'est les écolos eux-mêmes. Alors moi, je m'identifie tout à fait dans ce groupe, donc c'est vraiment mes potes, je ne suis pas en train de les critiquer, mais qui ont une vision très pessimiste du monde aujourd'hui, très altermondialiste, très anti-technologique, très anti-industrielle. À bien des égards, ils ont raison. Cela dit, la mobilité, c'est forcément high-tech. On a ou le cheval ou le moteur électrique. On n'a pas d'alternative au moteur thermique, c'est l'un ou l'autre. Donc évidemment qu'il faudrait avoir moins de mobilité, qu'il faudrait avoir une approche plus sobre de la mobilité. Cela dit, si on veut garder des voitures de police, des ambulances, des camionnettes pour livrer les légumes bio qu'on va acheter, il faut des moteurs électriques. Et puis, dans cette idéologie finalement anti-mondialisation, la voiture électrique est une solution industrielle. Hein, et le mining, ce sont des activités industrielles et qui nous amènent souvent beaucoup de problèmes, mais qui, dans ce cas, nous apportent aussi une partie de la solution. Et ils étaient tout contents, ces écolos sympathiques, de pouvoir cracher un peu sur ces industriels comme sur les autres, et ils n'ont pas fait la part des choses. Et ce qui fait qu'eux ont beaucoup véhiculé des informations qui étaient curieusement souvent amenées ou par les constructeurs automobiles ou par les lobbies pétroliers. Ils se sont fait les porte-parole un peu à leur insu finalement des compagnies pétrolières. Et puis le dernier groupe, c'est celui-ci auquel j'en veux le plus, moi personnellement, c'est certains médias. Je crois que Mediapart a fait un très bon article sur notre documentaire qui parle de la paresse intellectuelle de certains grands médias européens qui n'ont pas assez investigué sur cette thématique. Certains journalistes, entre guillemets, se sont engouffrés dans cette brèche, il y avait très peu d'informations. Et ont amené des informations qui étaient très sensationnalistes, avec beaucoup de raccourcis, beaucoup de biais, pour dire finalement tout se vaut, la voiture électrique, la voiture essence, c'est tout du chenille, et pas de nuances dans le discours. Tout ça, que je m'excuse d'avoir fait aussi long dans ma réponse, mais tout ça, ça fait une bulle d'information où finalement la voiture électrique n'avait pas beaucoup d'amis, elle avait beaucoup d'ennemis. Alors, grâce à vous, quand on voit votre documentaire, elle a un peu plus d'amis, malgré tout, la voiture électrique. On a lâché le mot complot. Faut faire quand même très attention avec ce mot en ce moment, c'est vrai. Et du coup, on vous pose la question, qu'est-ce qui nous garantit également votre indépendance par rapport à ce travail ? Alors absolument rien, soyez critiques, soyez très critiques sur notre travail. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on faisait un documentaire qui était pour la voiture électrique, on nous dirait « Ah, vous êtes des vendus à l'industrie électrique ». Si on faisait un discours qui était contre la voiture électrique, on nous aurait dit « Ah, vous êtes des vendus à l'industrie pétrolière ». Et en l'occurrence, dans ce domaine, il y a des très bonnes universités qui ont publié aussi des études qui avaient des erreurs, qui disaient « La voiture électrique, c'est pas le top ». Et d'autres scientifiques qui disaient « La voiture électrique, c'est quand même vachement mieux que la voiture à essence ». Donc on se disait finalement, quoi qu'on fasse, on va être dans un camp ou dans l'autre, ça sert à rien de faire un documentaire. Donc on s'est dit, il faut absolument 2 choses. Il faut que tout ce qu'on montre dans un documentaire doit avoir une preuve dans l'image. Donc par exemple, on démonte des voitures électriques, on va mesurer chaque composant qui sont dans la voiture électrique avec des microscopes électroniques, avec une université, et on montre les résultats de ce qu'on trouve. Recycler une batterie, on dit les batteries sont pas recyclables, et on recycle nous-mêmes une batterie dans le documentaire, on montre, on ouvre une Renault Zoé, on ouvre la batterie, on ouvre les cellules, on ressort le cuivre et d'autres métaux, et on voit qu'on peut tout à fait recycler une voiture électrique.
Et c'est là la preuve par l'image, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que toutes les sources qu'on a utilisées, on les a mis dans une application qui s'appelle Prove It App, qui est bien sûr gratuite, disponible pour tout le monde sur le Play Store, etc. Et les gens peuvent télécharger cette application et quand ils regardent le documentaire, l'application reconnaît le documentaire et donne de façon transparente toutes les sources qu'on a utilisées. Donc là, ça permet de dire « Ah, c'est bizarre cette histoire qu'ils nous disent sur le Congo ». Vous pouvez cliquer et vous avez toutes les informations des coopérations de développement allemandes, des statistiques qui sont sur place et vous trouverez vraiment toutes les informations. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a évidemment accepté aucun financement ni de constructeurs automobiles, ni d'entreprises électriques, ni d'entreprises d'énergie renouvelable, ni de pétroliers. Donc ce documentaire a été soutenu par des subventions publiques et principalement par un grand crowdfunding populaire qui a levé pratiquement 100 000 euros. C'était une très très belle réussite. Et enfin, le projet est toujours déficitaire, donc c'est en vendant maintenant le documentaire, on a une petite boîte de production privée qu'on va réussir à financer ce documentaire. Donc ça, c'est les trois éléments qui, on l'espère, arriveront à montrer qu'on a une approche vraiment la plus neutre possible. Est-ce que vous avez subi des pressions lors du tournage de ce documentaire, à la fois des pro-thermiques ou des pro-électriques? Est-ce qu'on a essayé de vous influencer? Eh bien, curieusement, c'est précisément le contraire. On était très étonnés. On imaginait bien qu'on allait avoir certaines pressions. Il y a deux choses qui nous ont étonnés. Une première chose, c'est que quand on est allé dans la région des mines, on est allé notamment voir les fabrications de lithium dans le Salar d'Atacama au Chili. On allait aussi voir au Congo les mines artisanales, comment on fabrique du cobalt au Congo. En allant sur place, les gens nous ont fait un accueil super chaleureux. Notamment, le gouverneur de la région des mines nous disait « Mais vous êtes les premiers journalistes qui venaient et qui nous demandaient ce qu'on fait dans notre région. » Enfin, c'est quand même incroyable. Tout le monde parle du cobalt au Congo. On n'est jamais allé interroger, ne serait-ce que les politiciens qui sont sur place, qui doivent régler ces problèmes d'enfants dans les mines, de pauvreté, de salaire, etc. On allait dans des coopératives minières sur place. Ils nous disaient, mais jamais personne ne nous voit. Merci de nous donner la parole. Là, on se dit, c'est quand même étonnant. En fait, on pensait que ça allait être très difficile de rentrer dans les mines industrielles aux mines artisanales. En fait, on a pu rentrer dans toutes les mines qu'on voulait, filmer. Bien sûr, il y a des contraintes. Bien sûr, c'est difficile. Certains étaient plus enchantés que d'autres. Mais on a eu un accès finalement très facile à l'information. Et la deuxième chose qui nous a surpris, c'est quand on a voulu diffuser le documentaire, certains diffuseurs nous disent « Ah, c'est pas possible ce que vous nous dites. Ça va pas dans le sens des autres articles qui se sont faits, donc vous êtes forcément biaisés, on peut pas vous diffuser. » Et là, on tombait des nues. On a un financement neutre, on a travaillé avec 4 grandes universités, les meilleurs scientifiques de Suisse et d'Europe pour nous aider à faire ça. Tout est sourcé, tout est transparent. On vient nous dire que notre travail n'est pas scientifique. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les deux choses qui nous ont surpris, c'est que ça sorte un peu à une doctrine. Et de l'autre côté, qu'en fait, l'accès à l'information est facile et qu'on se demande comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus qui sont allés avant nous, là où on est allé. Marc Muller, un point parmi d'autres que vous soulevez, et c'est une accusation qu'on fait parfois à la voiture électrique, même à l'électronique d'une manière générale aujourd'hui, c'est ce scandale du travail des enfants dans les mines. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? C'est vrai ou pas? Alors, première chose à dire, c'est que tout n'est pas statique. Donc, ce qui était vrai en 2015 n'était peut-être plus vrai en 2017. Ce qui était vrai en 2017 n'est plus vrai en 2020. Donc, à des moments, il y a des changements énormes. Et puis, le cobalt, c'est vraiment un très bon exemple de ça. Ce qu'on fait chez nous, les décisions qu'on prend en Europe ont des implications très importantes pour ces pays qui font de l'extraction minière. Notamment quand Volkswagen a dit, nous, on va investir 40 milliards dans les voitures électriques, on veut acheter tout le cobalt du monde pour s'assurer notre chaîne d'approvisionnement. Et le prix du cobalt est passé de 35 000 $ la tonne à 95 000 $, à 95 000 $ la tonne en l'espace d'une année. Donc il y a eu une ruée sur le cobalt avec une désorganisation énorme. Imaginez la région du cobalt, il y a eu 500 000 creuseurs qui sont arrivés en une année dans une ville qui avait 500 000 habitants. Donc imaginez un doublement de population dans un endroit où il n'y a aucune infrastructure. Et dans ce chaos-là, il y a forcément des dérapages, c'est évident. Ce qu'on sait aujourd'hui au niveau statistique, c'est que 80% de l'extraction du cobalt est faite par des entreprises industrielles. Donc vous imaginez bien, dans une mine industrielle, s'il y a des camions qui valent 15 millions d'euros pièce, on ne va pas les faire conduire un enfant. Enfin, tout est hyper industrialisé, c'est des grosses machines, donc évidemment, c'est pas dans ce genre d'environnement qu'on trouve des enfants. Ça, c'est 80% de la production, personne ne le conteste. Ensuite, la mine artisanale, c'est un endroit où justement on creuse à la main. Ce qui a l'inconvénient, que c'est du travail très dur. Ce qui a l'avantage, c'est que ça crée beaucoup d'emplois. Donc sur place, l'exploitation artisanale est vraiment soutenue. Les gens sur place et les coopératives minières et les ONG disent il faut absolument développer la mine artisanale. Donc c'est vraiment pas, on ne doit pas lutter contre l'artisanal, on doit lutter contre les conditions de travail dans les mines artisanales. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près
sur ces 20% de restants, il y a 10%, c'est des mines artisanales qui sont OK au niveau des conditions de travail, qui n'ont pas d'enfants, qui sont totalement régularisées dans des coopératives minières ou dans des mines publiques, qui sont OK. Et il y a un 10% restant qui sont beaucoup de l'exploitation familiale, qui sont de l'exploitation, finalement, le papa creuse, la maman aide parce que le pays est très pauvre et puis les enfants, ils sont là, ils transportent les sacs et donnent un coup de main. Et ça, on pense que peut-être dans 5% de la production de cobalt, on est dans ces exploitations-là qui sont illégales dans le pays, qui sont informelles. Et voilà, le pays est grand, il est pauvre, donc ça mène à ce genre de problème. Donc le lien de causalité, de dire je roule en voiture électrique, je mets des enfants dans les mines, est totalement faux, c'est mensonger. Par contre, de dire l'exploitation du cobalt dans son ensemble n'est pas régularisée, et il y a encore des zones sur lesquelles il faut travailler pour améliorer ces conditions, est parfaitement vrai. Et puis rappelons que le cobalt, c'est pas que dans les voitures électriques, c'est aussi dans les smartphones et dans tous nos appareils électroniques. Donc voilà, il ne faut pas simplement pointer du doigt les véhicules électriques, c'est beaucoup plus large, on est d'accord. Absolument. Et ce qui est dommage, c'est que le cobalt, c'est une matière qui a beaucoup de propriétés physiques qui sont fantastiques. Elle stabilise la chimie des batteries, elles évitent les explosions, elles augmentent la durée de vie des batteries. Donc en mettant un tout petit peu de cobalt dans les batteries lithium, en fait, on améliore beaucoup la durée de vie des batteries, donc on améliore leur impact environnemental. Si elles durent plus longtemps, on la change moins souvent. Donc on a plutôt intérêt à avoir un peu de cobalt. Et étant donné ces images d'enfants qui sont répétées et répétées et répétées, d'ailleurs, si vous allez sur net, vous allez voir que vous allez trouver que 5 ou 6 images en tout et pour tout d'enfants dans les mines. Il n'y a pratiquement aucune image. On n'a pas des centaines de documents qui justifient ça. On voit qu'il y a quelques toujours les mêmes qui reviennent. Toujours les mêmes qui reviennent. Si on se retire du Congo, comme a fait BMW, ils ont dit nous on arrête. Tesla a dit aussi on va arrêter le cobalt. Ils mettent des millions en R&D pour essayer de plus avoir de cobalt dans les batteries. Il y en a déjà pratiquement plus. Moi je suis extrêmement triste pour mes amis congolais qui ont vraiment besoin de cette extraction minière pour développer leur pays. Et si on le fait en collaboration, en bonne intelligence, dans des coopératives minières, ça crée de l'emploi, c'est des conditions environnementales qui sont acceptables et on aide vraiment socialement ce pays. Donc j'ai l'impression que pour des questions d'idéologie chez nous, on fait plus le contraire de ce qu'il faudrait faire. Très bien, merci beaucoup Marc Muller, un documentaire passionnant. Alors où est-ce qu'on peut le voir, où est-ce qu'on pourra le voir, ce documentaire, à contresens? Le but, vu qu'il a été soutenu par un crowdfunding, il y a nos amis français qui nous ont soutenus et on les remercie encore, évidemment c'est de le rendre accessible à tous. Pour l'instant, on est en train de négocier des diffusions avec des grands diffuseurs publics européens, c'est déjà le cas dans plusieurs pays. On n'a pas encore des diffuseurs en France, on espère que ça va venir. Et dans tous les cas, bien sûr, on le mettra gratuitement en ligne d'ici au printemps. Très bien Marc, merci beaucoup et bravo pour ce travail, vraiment titanesque. Vous avez mis 2 ans pour produire ce documentaire, je crois, ça sera peut-être le mot de la fin. Oui, c'était 2 ans en équipe. Un grand merci à Zelda Chauvet, notre investigatrice, Jonas Schneider, journaliste, et Jérôme Piguet, le réalisateur qui a réalisé ce film, qui était sur le terrain avec nous dans des conditions parfois dantesques. Alors voilà, c'est toute l'équipe qu'il faut remercier. Merci beaucoup Marc. À contresens donc, peut-être qu'on a suscité la curiosité chez vous avec ce documentaire qu'on vous invite à regarder. Eh bien Jérôme, on va maintenant enchaîner avec 2 innovations dans le domaine de la mobilité. Il est temps de retrouver nos startups et on va parler tout de suite d'électrification de vélo. Et Jérôme, nous allons découvrir T-Bike. T-Bike avec Marine Billis, bonjour. 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 Merci de m'accueillir. Et merci d'être avec nous sur le plateau de 01 Drive. Électrifier un vélo, c'est possible. Qui n'est pas électrique. Exactement. C'est tout l'objectif de T-Bike. Donc T-Bike, c'est une roue avant connectée de vélo qui transforme les vélos en vélos électriques. C'est très simple à utiliser, ça a vraiment été pensé pour être le plus facile à installer, à utiliser, et notamment pour les personnes qui n'auraient pas trop de compétences techniques. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez votre vélo, vous enlevez la roue avant, qui est la roue qui est la plus facile à monter, démonter. Oui, c'est vous vrai. Mettez la roue T-Bike à la place qui arrive, qui vous est livrée toute montée. Vous avez juste à gonfler le pneu à la fin. Vous la connectez en Bluetooth à l'application T-Bike que vous avez téléchargée sur votre téléphone, ce qui permet de n'avoir aucun câble à brancher entre la roue et un petit boîtier de commande éventuel. Et ensuite, via votre application qui devient votre tableau de bord, vous allez pouvoir choisir le niveau d'aide électrique que vous souhaitez pour vous aider à rouler comme vous le souhaitez. Pas mal.
mal. Alors, on a aperçu la roue, mais en dessin seulement. Là, je ne sais pas si on verra peut-être tout à l'heure des images des vrais. Elle est jolie, cette roue. Quand on dit la roue, c'est-à-dire c'est la petite roue qu'on met sur la roue initiale du vélo, c'est bien Non, ça? en fait, c'est c'est toute la roue que vous recevez. On change toute la roue entière. Voilà. Donc, est-ce que, très bien, ça répond peut-être déjà à ma question, est-ce qu'on peut l'adapter sur tous les vélos? Exactement, sur 99% des vélos, que vous ayez un VTT, un VTC, un vélo de ville, la seule chose qu'il faut vérifier et qu'on spécifie aux personnes qui sont intéressées par la roue, c'est de vérifier que les bras de fourche sont suffisants pour laisser passer le moteur, ce qui est le cas de quasiment tous les vélos. Les seuls qui vont bloquer, ça va être les vélos de course, mais qui sont en fait en réalité pas vraiment notre cible, parce que les personnes qui roulent avec ces vélos-là sont généralement pas à la recherche de l'électrification de vélo. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pensé pour être accessible au plus grand nombre. Rappelons que le vélo électrique, c'est pour les flemmards. Pas que, mais non. Pas que. Pas que. L'idée, alors, voilà, vous voyez via l'application, donc vous pouvez choisir votre niveau d'aide électrique, mais vous avez le bouton stop qui vous permet de revenir à votre vélo normal. Vous avez un petit poids forcément qui est ajouté parce que la roue, il y a le moteur dedans, etc. Mais l'idée de T-Bike, c'est vraiment de vous aider à franchir... à parcourir plus de kilomètres, à vous aider à monter les petites pentes qui vous embêtent un petit peu. Je dis que c'est pour les flemmards, c'est pas vrai, parce qu'effectivement, c'est un vrai secours dans les côtes et les choses comme ça. Quoi, hein. Et ça ne dispense pas de pédaler, surtout. Mais Marine Milis, alors rappelons que vous êtes cofondatrice de T-Bike. Est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, d'acheter un vélo électrique au lieu d'acheter une roue? Alors, on peut aussi décider d'acheter un vélo électrique. Non, mais voilà, à quoi ça sert d'acheter une roue au lieu d'acheter un vélo électrique? Ça évite d'avoir un vélo, de jeter son vélo. Exactement. En fait, c'est vraiment tout. C'est même la genèse de T-Bike qui a été. Donc la roue, elle a été conçue par Laurent, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui lui a beaucoup travaillé en Chine. Et en Chine, il est tombé sur des cimetières de vélos. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des photos, mais c'est gigantesque. En fait, vraiment, c'est des hectares de vélos qui ont été jetés. Ouais, et quand il a vu ça, il s'est dit c'est pas possible parce que normalement un vélo, s'il est bien entretenu, c'est inusable. Et on devrait pouvoir tous ces vélos en Asie, mais aussi en France. En France, il y a plus d'1 million de vélos qui sont jetés chaque année, c'est énorme. 1 million. Souvent au profit du coup de vélos électriques. Il s'est dit, il devrait y avoir une solution simple pour redonner une seconde vie électrique aux vélos qu'on a déjà et auxquels on est souvent en plus très attaché. Le vélo qu'on a laissé à la cave, parfois, c'est un peu à contre-cœur, mais c'est parce qu'on s'est un peu éloigné de son lieu de travail, c'est parce qu'on n'a plus forcément l'énergie. Oui, le vélo de ses 4 ans, par exemple. Voilà. Je suis pas sûr que tu montes encore sur ton vélo de 4 ans. Est-ce que... alors, il y a donc un impact écologique, on le voit bien, hein, en tout cas de recyclage, etc. Au niveau économique, ça coûte combien votre roue? Elle coûte 750 €. D'accord. Donc moins cher qu'un vélo électrique. Moins cher. Alors il y a des vélos électriques qui tournent dans ces prix-là, mais qui n'auront pas du tout les mêmes performances que la roue. La roue, vraiment, elle a été pensée aussi pour fournir. Enfin, c'est pas un gadget. C'est vraiment. On a une autonomie entre 60 et 80 km. D'accord. Donc c'est vraiment un objet qui est censé vous aider sur le long terme et vous permettre de parcéder assez de kilomètres pour que ça devienne vraiment intéressant. Et en termes de puissance, En termes de puissance, on a un moteur de 250 watts. Donc en fait, c'est généralement ce qu'on peut trouver sur le marché. Et si on fait la comparaison entre un vélo électrique qui a des performances similaires, on va être sur... ça coûte moitié prix en fait. D'accord. C'est éligible à certaines aides, subventions, dont Paris, dont Toulon, dont Bordeaux, dont Lyon. Donc il y a de plus en plus de communes qui commencent à prendre en compte ces kits d'électrification. Il n'y a pas que la roue, il y a beaucoup d'autres solutions qui existent. Et nous, en fait, notre vraie difficulté, enfin en tout cas notre challenge, c'est de faire connaître cette solution aux gens parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'il y a une alternative entre le vélo normal qu'on a parfois laissé à la cave et le vélo électrique. Il y a quelque chose qui existe entre les deux et on essaye de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent donner une nouvelle vie à leur vélo. En plus, ce n'est pas définitif. Si je veux remettre ma roue d'origine, c'est possible. Exactement. Vous pouvez aussi décider que si vous avez des vélos qui sont de même taille au sein d'une même famille, en fait, une roue peut vous électrifier plusieurs vélos. Donc, il y a un vrai aspect de recyclage et d'économie circulaire qui est très important pour nous. Petite question, est-ce que le fait que la propulsion du vélo soit à l'avant, c'est pas gênant en fait quand on monte sur son vélo? Non, c'est pas gênant du tout. On n'a aucun commentaire par rapport à ça de nos clients et nous de toute façon on a vraiment pensé la roue. Le design de la roue a vraiment été pensé pour que ça n'impacte pas du tout la maniabilité du guidon et la manière dont on a l'habitude de rouler avec la roue. En fait, toute la répartition des masses est faite sur l'axe et pas du tout vraiment au niveau du guidon. Et en termes de sécurité,
le vélo, parce que j'imagine que le poids est un petit peu, on va dire, déséquilibré, hein, forcément, puisque la roue avant va peser plus lourd que la roue arrière. Ça pose pas de problème? Non, en termes de sécurité, ça pose aucun souci. Quand on est sur son vélo, en réalité, le poids, notre poids à nous, il est sur l'arrière du vélo. Donc en fait, ça contrebalance d'une certaine sorte. Et la seule chose, c'est que tout le poids du moteur, il va être réparti parce qu'on a pensé la roue avec un design spécifique pour qu'il soit réparti de manière à ce que ça n'impacte pas ou le moins possible la manière dont on utilise le vélo habituellement. La recharge, ça se passe comment? Alors la recharge, vous recevez un chargeur avec la roue et en fait vous le pluguez à l'intérieur de la roue au milieu, en fait, au niveau de l'axe, et c'est ce qui va vous permettre de charger votre... Du coup, la batterie n'est pas amovible. La batterie n'est pas amovible. Pour l'instant, on est en train de se pencher sur la question parce qu'effectivement, ça peut être un frein pour des personnes qui n'auraient pas de prise proche à proximité de l'endroit. Et on devrait pouvoir avoir une solution dans quelques mois, mais voilà, en fait, la majorité des personnes qui optent pour la roue aussi n'ont pas ce type de problème. Je crois qu'il y a une fonction boost. C'est ça? Il y a une fonction qui s'active via l'application? Oui. Alors c'est pas très pratique en pédale, on peut le faire avant ou... Non, en fait, de toute façon, la roue, vous la recevez aussi avec un support de smartphone qu'on vous recommande de caler le plus proche de votre main pour que voilà, le téléphone est calé. La fonction boost, il faut rester légèrement appuyé dessus et en fait, c'est une aide au redémarrage. Si vous êtes en côte, qu'en plus vous êtes arrêté et qu'il faut vous aider à repartir, cette fonction boost, elle est principalement utilisée dans ce type de contexte-là. C'est une fonction très appréciable sur les vélos, ça je parle en connaissance de cause. Appréciable, oui. Alors, moi, Jérôme est bricoleur, moi je ne le suis pas du tout. Est-ce que je peux malgré tout, moi, changer ma roue sans problème, en toute sécurité? Vraiment. Elle ne va pas partir, elle ne va pas me doubler. Non, vous avez des boulons anti-rotation, tout a été pensé. Vous avez un manuel qui vous explique comment faire. Si vous avez la moindre difficulté, on a aussi de plus en plus de partenariats avec des ateliers de vélo dans toute la France qui peuvent vous monter si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Mais on a beaucoup de seniors qui utilisent la roue, qui la montent et parfois des femmes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la mécanique et qui n'ont eu aucun souci pour la monter. Donc c'est vraiment, elle a été pensée pour ça, pour être accessible au plus grand nombre, en plus d'être universelle et toujours dans cette optique de permettre à un maximum de personnes de recycler leur vélo. Bravo, c'est une belle initiative. Donc vous avez dit 750 €. 750 €. Et moins les aides que l'on peut déduire, ça peut être quoi? Par exemple, je crois qu'en Ile-de-France, c'est 500 €. Alors, Ile-de-France, pour l'instant, on n'est pas éligible. On est en train d'y travailler. Mais par contre, Paris, on est éligible. Et du coup, ça va ça va permettre de baisser le prix d'à peu près 200 €. 200 €, d'accord. Ça devient vraiment ça commence à être intéressant. 500 € pour... Parfait. Et on trouve cette roue où? Alors, vous la trouvez sur notre site. Vous la trouvez aussi à la FNAC. TEBIKE. BIKE.fr ou .OOO, mais le .OO n'étant pas très habituel, .fr marche aussi. On la trouve à la FNAC, on la trouve chez Darty et vous la trouvez aussi du coup chez nos magasins partenaires. On a une rubrique sur notre site qui s'appelle Où nous trouver et là vous pourrez voir différents magasins dans toute la France qui vous permettent de la tester aussi parce que le test est important. Du coup on est en train de mettre en place un réseau d'ambassadeurs avec lesquels les gens peuvent prendre contact pour tester la roue et pour voir si ça convient à leurs besoins. Très bien. Parfait, T-Bike. Super. Merci Marine. Merci beaucoup. Cofondatrice donc de T-Bike. Jérôme, on a encore un invité à découvrir. Oui, et nous allons parler, on va revenir à la voiture électrique. On fait en permanence comme ça le saut entre voiture-vélo, voiture-vélo, voiture-vélo. Et on va parler de recharge de voitures électriques. Et de bornes de recharge avec notre invité. Et oui, la borne de recharge pour sa voiture électrique, c'est le compagnon idéal, voire indispensable, quand on a un véhicule électrique. Et c'est vrai que c'est peut-être la première crainte, quand on commence à se projeter dans la voiture électrique, on se dit... comment je vais la recharger? La borne de recharge, et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir une borne de recharge, parce qu'on se dit, on n'est pas dépendant de quelqu'un. Il y a pas mal d'initiatives, bien sûr, on peut installer sa borne de recharge, mais on peut la louer, Jérôme. Tiens donc. Bonjour Marc Lepage. Bonjour messieurs, merci pour votre invitation. Et vous êtes le fondateur de Wattpark. Exactement. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que Wattpark? Avant toute chose, c'est une expérience personnelle, parce que moi je ne viens pas spécialement du monde de l'électrique ou de la voiture. Mais par contre, je suis un fervent utilisateur de la voiture électrique et ça date depuis plusieurs années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose sur le marché et qui était dominé en fait par le message qui consistait à dire que la supercharge était la voie en fait, on va dire royale pour recharger son véhicule électrique. Maintenant, si vous avez une voiture électrique,
si au quotidien vous allez à la supercharge, très rapidement, je pense que vous revendez votre voiture et vous revenez à la voiture thermique. En plus, il n'y en a pas beaucoup des superchargeurs. En plus, il n'y en a pas beaucoup, et en plus de ça, on est quand même relativement mal doté en France. Ceci étant, il y a eu une étude qui a été faite par le BCG, le Boston Consulting Group, et qui a été mandatée par le président Macron, et qui montre que 80% des utilisateurs peuvent recharger chez eux avec une borne qui ne dépasse pas en fait 16 voire 32 ampères. C'est l'équivalent en fait de ce que consomme une machine à laver le linge. D'accord ? Donc rien de plus. Oui, parce que la plupart du temps, notre voiture est stationnée à la maison. Exactement. Donc on a tout le temps qu'on veut pour la recharger. Vous avez 8 heures, pendant 8 heures vous êtes au travail, pendant 8 heures vous dormez. Donc en fait, pendant toute cette période-là, vous allez pouvoir recharger votre véhicule. Et en fait, en règle générale, la distance moyenne pour ces 80% de l'utilisateur, elle est entre 30 et 50 km. Alors, en 8 heures, on peut charger plus de 100 km avec ça. Donc, ça veut dire que globalement, vous pouvez avoir une voiture électrique et ne jamais aller au superchargeur, sauf lorsque vous prenez l'autoroute et que vous allez d'une ville à une autre et que la distance excède 400 km. Donc, d'où la pertinence d'avoir des superchargeurs sur les autoroutes, par exemple. Alors, exactement. Là, ce qu'on a inventé, en fait, n'enlève absolument pas la nécessité des superchargeurs lors des grands déplacements. Et plus on charge vite, mieux c'est. Maintenant, ceci étant, on apprend peut-être à conduire différemment. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter pour se restaurer, et pendant l'heure de restauration, en fait, ça recharge. Donc là, les superchargeurs ont vraiment leur utilité. Tout le reste du temps, c'est ailleurs. Voilà. Alors, on s'éloigne, non, c'est un joli discours introductif sur ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi Wattpark alors ? À l'origine, quand j'utilisais ma petite voiture électrique, puisque c'était une petite voiture qui faisait que 100 km de distance, et le matin, pour aller à mon travail, je mettais déjà 70 km. Donc forcément, il y avait un petit problème quand même derrière. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y a pas mal de gens en fait, qui ouvraient en fait, l'accès à leur prise de recharge électrique, ce qui pouvait être très utile si vous vous déplacez, disons, sur le territoire. Comme une solidarité comme le Wi-Fi propriétaire de... Exactement. Comme le Wi-Fi collaboratif. Le problème, c'est qu'au final, quand vous aviez fini en fait, parce que forcément vous rentrez en contact avec la personne, et puis au bout d'un moment, en fait, la personne vous dit pas de problème, vous pouvez venir chez moi. Donc vous dites ok, je viens à 5 heures. À 5 heures, il dit non, je suis pas là. Donc il va falloir que je vous ouvre mon garage, etc. Ouais. Et là, ça se complique. Et là, ça se complique. En fait, vous pouvez pas y aller parce que sinon vous rentrez à 3 heures du matin chez vous et ça n'a pas de sens. Eh bien, en fait, il manque un produit, et le produit, c'est tout simplement une borne qui est à l'extérieur et que vous pouvez réserver avec un appareil que vous avez tout le temps sur vous. Un téléphone portable, tout le monde en a un. Donc l'idée de Wattpark, c'est de créer en fait une borne qui en fait est branchée, qui appartient à un propriétaire, qui est branchée sur son compteur. Et en fait, lorsque je vais y accéder, je vais pouvoir rentrer chez lui. Donc la borne va même ouvrir le portail si c'est nécessaire. Je vais pouvoir la réserver et je vais pouvoir me brancher ma voiture pendant la période où il n'est pas là. Et en plus de ça, il va gagner de l'argent. Et le système de Wattpark, ça a été de réaliser l'intégralité en fait de tout ce qui est back-office, c'est-à-dire toute la partie gestion en fait sur le cloud, toute la partie aussi application qui se trouve sur le téléphone mobile, donc valable pour à la fois Apple et Android, et à la fois créer une borne, et c'est là où on a été obligé de créer quelque chose qui n'existait pas sur le marché, qui permet d'accueillir en fait l'ensemble de ces fonctions. Oui, c'est-à-dire que vous avez créé une borne connectée, il faut que j'installe votre borne, en fait, pour que je fasse partie du club de votre système. Alors exactement. Donc on a créé une borne propriétaire pour le coup, et on a essayé en fait, étant donné qu'il y a un certain nombre de réglementations en fait en France, on a créé une borne qui était compatible à la fois avec notre propre réseau, qui permet cette réservation. Il faut savoir que les autres systèmes ne le permettent pas, d'accord, et est adaptable de telle manière à être éligible au financement de l'État, puisque l'État finance en partie. Oui, donc pour avoir ça, c'est éligible aux subventions alors. Alors c'est éligible aux subventions lorsqu'on a les deux systèmes. Alors c'est le paradoxe un petit peu français, c'est qu'on est obligé d'avoir obligatoirement le système ancestral. Mais le système innovant, lui, il ne peut pas passer dans les crédits. Donc c'est ce qu'on discute actuellement avec le ministère, de telle manière à faire passer en fait ça. Et quand vous dites les deux systèmes, c'est-à-dire les systèmes de gestion permettent l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est qu'avec une même carte, vous puissiez aller sur à la fois le réseau Wattpark ou le réseau d'Enedis ou le réseau d'Engie. Et tout ça, ça va coopérer ensemble. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas interopérable, vous ne bénéficiez pas des aides de l'État. Et donc, évidemment, nous, ça handicape notre système, puisqu'en fait, à la base, on est forcément différent, puisqu'on est innovant. Voilà. D'accord. Alors, il y a quand même quelques contraintes. C'est qu'il faut installer la borne sur un endroit qui soit accessible aux personnes extérieures. Si c'est en copropriété, en parking en sous-sol ou à l'intérieur d'un jardin ou je ne sais quoi. Alors, à l'intérieur d'un jardin, en fait, le système est équipé pour piloter. Il faut savoir qu'étant donné que vous réservez, vous savez qui rentre.
Il y a une liste noire, une liste blanche, vous donnez vos autorisations. Et s'il y a des gens que vous ne voulez pas voir, vous pouvez les exclure. Hein. D'accord. Et en fait, le système peut ouvrir votre portail. En fait. Donc, vous savez, vous, en tant que propriétaire de cette borne, qui va venir, à quel moment. Et en fait, votre propre portail va s'ouvrir directement avec l'équipement électronique qui est dans la borne. Pour les sous-sols, c'est pareil. Pour les sous-sols, c'est exactement pareil. Donc ça sous-entend malgré tout qu'il faut que j'ai votre borne, mais aussi tout un équipement qui va ouvrir automatiquement mon portail si je suis en résidence. Si c'est un portail automatique, oui. D'accord. Ouais. Et vous vous occupez aussi de l'installation de ce système? Alors non, on ne s'occupe pas de l'installation. L'équipement électronique est directement été développé dans la borne. Ouais. Et en fait, les installateurs qui sont des installateurs agréés pour les installations de bornes viendront installer la borne, viendront plus ce système pour le portail. Et d'ailleurs, c'est eux qui bénéficient des subventions qui permettent en fait d'être remboursés environ 40% des Alors, frais. si je veux installer une borne chez moi, mais je me dis c'est un peu cher, ou bien tout simplement je ne vais pas m'en servir beaucoup, est-ce que je serai gagnant, entre guillemets, en optant pour votre solution, ou malgré tout disons que là en fait, c'est plutôt des solutions en fait, financières. Donc on a travaillé sur les différentes solutions. Il faut savoir qu'au final, on fabrique une borne, mais en fait notre vocation, c'est pas de fabriquer une borne. On s'est inspiré en fait du modèle d'Airbnb, qui est en fait de faire en sorte que la borne coûte le moins cher possible et d'en fabriquer un maximum, donc de mettre en place des outils de production de masse pour que les prix s'effondrent. Et lorsque vous allez louer votre borne, nous prélèverons, nous opérerons les transactions avec l'application mobile, comme le fait Airbnb, et nous prélèverons 10%. Ah oui, voilà. Et donc ces 10%, en fait, sont notre réel gain. Sur la borne en elle-même, notre objectif, c'est de gagner 0 €, mais au moins d'amortir nos frais de développement. Combien elle coûte pour le particulier qui l'installe chez lui? Alors actuellement, la borne coûte 500 €. C'est une des moins chères du marché, mais une des plus sophistiquées. C'est pas cher, en effet. C'est pas cher. Et on a même des formules, en fait, où vous pouvez l'acquérir pour 1 € par jour. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est pas du tout un obstacle. Et donc, alors, je me balade avec ma petite voiture électrique et je me rends compte que Jérôme a ce système. Donc, comment ça va se passer? Moi, en tant qu'utilisateur et loueur de bornes, je vais avoir votre appli et je vais détecter via j'imagine, une map, les bornes compatibles aux alentours, c'est ça? Tout à fait. Donc, quand vous vous déplacerez, alors, soit vous programmez votre déplacement et vous allez chez votre ami et vous allez pouvoir vous réserver. Samedi après-midi, je serai en week-end là-bas, donc... vous réservez la journée ou 2 heures, etc. C'est vraiment une sorte d'agenda, en fait, qui est sur le web et que vous allez accéder. Donc, chaque borne, en fait, a son agenda. Il ne faut pas que ce soit au milieu de la pampa, comme on a aperçu là dans les images, parce que du coup... Si, ça marche aussi, parce que c'est là où on a le brevet. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche aussi en zone blanche. Si François dépose sa voiture, il va se retrouver... il ne peut pas s'en servir pendant 3 heures ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que ce soit en zone urbaine plutôt ou à côté de l'endroit où lui doit se rendre. Voilà, et c'est justement la raison pour laquelle on a fait en sorte de produire ça en masse. Actuellement, en fait, de telle manière à en avoir partout et à faire en sorte que tout le monde puisse accéder au fait d'avoir une borne comme ça. Y compris dans des lieux publics, ça peut être installé dans des parkings de supermarchés, des hôtels, des parkings municipaux. Tout à fait. Alors les parkings de supermarchés, c'est des lieux privés, mais pour les publics, c'est pareil. C'est simplement qu'au niveau public, il y a certaines contraintes supplémentaires qui sont imposées par les services administratifs et qui sont cette interopérabilité qui génère des coûts supplémentaires, puisqu'en fait, il faut avoir une installation en réseau, alors que notre système fonctionne à la fois hors réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réseau, et en plus de ça, l'installation, c'est simplement d'amener l'électricité, on n'a rien besoin d'autre. Marc Lepage, vous en êtes où c'est un projet, c'est quelque chose qui existe déjà, il y a déjà des utilisateurs, où en êtes-vous? Alors, il n'y a pas encore d'utilisateurs. Les premières bornes vont être installées en janvier. On en a 1 millier en fait actuellement en production, et on a encore en prise de commande à peu près 20 000 unités. Le problème c'est qu'on a une start-up. On a déjà financé plus de 2 millions d'euros en fait, de développement, ce qui est énorme. Et on l'a fait au travers de crowd equity, c'est-à-dire des systèmes de crowdfunding, et avec une société française d'ailleurs. Et on a pour vocation et pour intérêt de tout produire en France. Donc actuellement, les 5 sociétés en fait, qui produisent les différents éléments sont que des sociétés françaises et produisent en France. Et nous, en fait, notre vocation, c'est de faire l'unité d'assemblage qui va réunir tous les éléments. Et cette unité d'assemblage, on veut qu'elle soit en région d'Essonne, parce que l'Essonne, en fait, a été le département qui nous a aidés, alors pas forcément financièrement, on pense toujours à l'aide financière, mais surtout à soutenir notre projet, puisque ça fait maintenant 4 ans qu'il est engagé, une première année pour les brevets, une deuxième année pour les financements, une troisième année pour les développements, et une 4e année maintenant qui va être
qui va être le lancement en production et son déploiement. Donc voilà, 2021 est l'année du lancement de votre service, en fait. Exactement. Avec, j'imagine, beaucoup de fonds que vous devez avoir pour créer ces 19 000 autres bornes. Parce que si là, vous en créez 1000 et vous avez 20 000 demandes, il faut en fabriquer 19 000 encore. Exactement. Donc, actuellement, on a 2 voies de financement. En fait, à la fois une démarche qui est une démarche sur des investisseurs français, et on fait exactement la même chose aux États-Unis actuellement, sur des investisseurs principalement américains dans la région du Michigan. Et est-ce que les constructeurs automobiles français, par exemple, vous regardent un petit peu ou... Disons qu'on est un peu vu comme un outsider. Déjà, le système en lui-même est déjà différent de ce que tous les autres font. Donc déjà, on est vu comme un outsider. Ensuite de ça, la start-up en France est quand même vue un peu comme étant embryonnaire. C'est-à-dire qu'on va se fier davantage à des gros acteurs. Bon, c'est pas pour autant que vous aurez le meilleur produit. Maintenant, ceci étant, moi de mon côté, bon, je sais pas, c'est peut-être une start-up, mais je suis pas tout jeune non plus. Donc, j'ai pas mis mes œufs nécessairement dans le même panier au niveau de la France. C'est-à-dire la France a un énorme intérêt parce qu'elle finance les start-up, mais par contre, elle a toujours un problème de mutation vers l'ETI, vers la PME. C'est-à-dire, on va avoir des sous en tant que start-up, on va faire un bon proto, et dès tout le monde va s'emballer et tout le monde va s'arrêter. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, j'ai voulu éviter. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a d'abord été sur le crowdfunding, le crowd equity, parce que ça ne crée pas de dette, et on a financé l'intégralité des outils de production. C'est-à-dire, actuellement, vous en voulez, là, tout de suite, dans 2 mois, vous en voulez 5000, je peux vous en produire 5000, d'accord? Donc, c'est exactement ça que l'on fait. Donc, en mettre 1, 2, 3, etc., n'a aucun intérêt pour Wattpark. L'intérêt, c'est de faire des volumes, et le volume nominal, c'est 5000 unités, et notre vocation et notre ambition, c'est de produire 1 millier de bornes par jour, de telle manière à ce que les prix s'effondrent littéralement, et que l'on puisse en fait faire en sorte que toute personne qui veut mettre une borne sur une prise de courant, que ce soit 16 ou 32 ampères, puisse le faire. Voilà. Et puis, rappelons que l'objectif, c'est qu'il y en ait un maximum pour que vous ayez pas de déception lorsque la personne va télécharger l'application, qu'il puisse en trouver à proximité, bien sûr. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Marc Lepage. L'appel est lancé, en tout cas. Merci, voilà. merci encore. Le site web est disponible si vous voulez en savoir plus. Merci. Bon, ben voilà, Jérôme, ce 01 Drive est terminé. Oui, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouvera probablement le mois prochain. Il y a quelques chances, bien sûr. On sera là en 2021. Eh oui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur 01 Net TV, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis sur les box, et en replay aussi sur les box SFR et Free et Orange depuis peu. Tous les programmes de 01 TV disponibles en replay sur votre box. Voilà, merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous. Au revoir.